Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dimanche 23 mars, bienvenue dans ce journal. Le Mali a célébré aujourd'hui la journée mondiale des lépreux. La cérémonie a été présidée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette journée est célébrée depuis 61 ans dans plus de 137 pays pour venir en aide aux lépreux et faire le point des avancées en matière de lutte contre la maladie. Placée sous l'égide de l'ONU, elle est initiée par Raoul Folero, à qui le chef de l'État a rendu un vibrant hommage. Ibrahima Traoré. Hommage ce 23 mars à Raoul Folero. En déposant une gerbe de fleurs devant son buste, le président de la République salue la mémoire de celui qui a passé toute sa vie à lutter contre la lèpre. Le chef de l'État est venu témoigner sa solidarité et surtout partager des moments de joie avec l'ensemble des malades de lèpre au Mali. Le pays enregistre de plus en plus des progrès encourageants dans le combat contre la maladie, mais de gros efforts restent encore à mener. Pour l'Union malienne Raoul Folero, cette journée offre l'occasion d'intensifier la lutte sur l'ensemble du territoire national. Elle a pour but d'obtenir que les malades de la lèpre soient soignés comme tous les autres malades et guérir les bien portants de la peur absurde et parfois criminelle qu'ils ont de cette maladie et de ceux qui sont atteints, a dit Raoul Folero. La célébration de la journée mondiale de lépreux est l'occasion de faire le bilan de la lutte contre la maladie, mais aussi de réfléchir sur les perspectives d'amélioration des conditions de vie de ces nombreux malades blanchis de la lèpre qui sont les plus pauvres parmi les pauvres. La Fondation Raoul Folero aide ainsi le Mali et les 25 autres pays qu'elle soutient à faire du dépistage actif autour des malades les plus contagieux, en espérant que les conditions de sécurité permettront au personnel de santé de travailler efficacement dans toutes les zones pour que chaque malade puisse être dépisté et soigné à temps. Notre fondation finance également les travaux des chercheurs pour l'amélioration du traitement par polychimiothérapie, la recherche d'un nouveau traitement chimioprophylactique et le développement d'un test de dépistage actif. Actuellement, une personne est atteinte de lèpre toutes les 2 minutes dans le monde. C'est trop selon les spécialistes. En plus, l'OMS indique qu'en Afrique, 9% des nouveaux cas de lèpre sont enregistrés chez les enfants et il existe encore des zones d'hyper-endémicité. Pire, plusieurs pays ne considèrent plus la lèpre comme une priorité. Il est temps d'agir et très vite. Ce ne sont pas des stratégies qui manquent. L'Organisation mondiale de la santé a proposé une stratégie mondiale renforcée pour réduire davantage le fardeau de la lèpre, mais aussi accélérer l'élimination de la maladie. Ainsi, le renforcement des capacités, des ressources et de la surveillance apparaissent essentiels pour garantir la mise à l'échelle de cette stratégie. La région africaine est appelée à concentrer les activités dans les districts sanitaires où la lèpre demeure endémique. Ainsi l'occasion m'est offerte de féliciter le gouvernement du Mali pour les résultats atteints, à savoir le taux de prévalence qui est descendu à 0,18 pour 10 000 habitants. Au niveau national, l'on a constaté qu'il ne restait plus que 500 cas enregistrés et sous traitement sur une habitude que l'on a toujours eue d'avoir au moins 10 000 cas de lèpre à traiter de 1960 à 1980. L'atteinte de l'objectif d'élimination de la lèpre pouvait ainsi être déclarée partout au Mali, excepté dans un seul district sanitaire qui affichait encore 1,5 cas pour 10 000 habitants. Je voudrais, avec votre permission, saluer l'investissement de tout le personnel socio-sanitaire dans cette lutte implacable contre la maladie de la lèpre. Je voudrais rendre hommage au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie, cet état-major qui organise et coordonne depuis 1935 la lutte contre les grandes endémies en Afrique et au Mali. Tout
Tout au long de cet événement, des messages d'hommage, de solidarité et de sensibilisation ont été véhiculés par l'ensemble instrumental Raoul Folero, mais aussi par les tout-petits. Dans la foulée, ils ont également chanté et dansé la paix et la réconciliation nationale. Cette journée était également l'occasion pour le chef de l'État d'apprécier les œuvres réalisées par les malades de lèpre. Ces derniers évoluent quasiment dans tous les secteurs de développement. Le président Ibeka a enfin signé le livre d'or dans lequel il magnifie l'engagement de tous ceux qui se battent pour lutter contre la lèpre dans toutes ses formes. Il faut agir en traduisant notre marque de solidarité en actes concrets. C'est une invite du président de la République qui a présidé cette journée mondiale des lépreux. Le chef de l'État l'a dit au micro de Ibrahima Traoré. Nous l'écoutons. Cette journée me rappelle et me ramène à l'Antiquité dépassée heureusement. Ce film que beaucoup d'entre vous avez vu, d'entre nous avons vu, Ben-Hur, où l'on voit Judas Ben-Hur en train de le chercher avec frénésie, avec révolte, avec indignation, avec angoisse, sa mère et sa jeune sœur, rejetées dans un cul de fosse, à peine digne de bêtes sauvages, en raison de la lèpre qu'elle portait. Et ce temps, heureusement, évolue aujourd'hui, grâce à des progrès scientifiques dont le plus récent est la polychimiothérapie, une combinaison de thérapies sur base d'antibiotiques qui a fait reculer singulièrement la maladie. Il reste encore des poches assez importantes. Et d'année en année, on nous signale singulièrement en Afrique, à Madagascar et dans le sud de l'Afrique, des flambées nouvelles. Et il faut donc qu'on ne baisse pas les bras. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il faut qu'on reste vigilant et que l'on continue l'effort de solidarité à l'endroit de nos frères, de nos parents qui souffrent encore de cette maladie-là, et que nous aidions également puissamment la Fondation Raoul Folero à travers toutes ces associations nationales, car l'œuvre est d'ordre humain, l'œuvre est d'ordre mondial. Et l'on peut comprendre que cela nécessite un soutien financier à hauteur de souhait. Quelle que soit la bonne volonté de la Fondation Raoul Folero, elle ne peut faire tout toute seule. Il faut qu'on l'aide dans cette mission qu'elle s'est assignée depuis Raoul Folero, poursuivie par André Récipon, aujourd'hui par Michel, le fils Récipon. Et cela est une invitation à nous lever tous, à traduire en actes concrets cette solidarité que nous affichons. Et le combat qui est mené là, par ces hommes-là, de foi, est un combat de dimension mondiale, car touchant l'humain dans tous les aspects. Et c'est cela que je voudrais que l'on retienne aujourd'hui. Et je voudrais dire également que nous serons toujours au côté de la Fondation Raoul Folero. Et chaque fois que de besoin, nous répondrons à l'appel. Avec plaisir, avec honneur, car c'est là notre dignité. Demain, 24 mars, c'est la journée internationale de la courtoisie. Le thème de cette année est axé sur la sécurité des piétons, car à travers le monde, 270 000 piétons meurent chaque année. Pour sensibiliser davantage les couches vulnérables que sont les jeunes, le ministre de l'Équipement et des Transports, le général Abdoulaye Koumaré, nous livre un message. Ces propos sont recueillis par Mahamadou Doumbia. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, organise le 24 mars de chaque année la journée internationale de la courtoisie de la route. En effet, l'évolution de l'accidentologie, qui a comme principale cause la détérioration des comportements sur la route, impose l'impérieuse nécessité de multiplier les campagnes d'information et de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route. D'un constat quasi général, il s'avère que plusieurs usagers de la route sont convaincus
que l'agressivité sur la route a augmenté, provoquant des frustrations entre usagers de la route. Toute chose qui nous recommande, chers usagers, un changement de comportement positif et notoire sur la route, tout en notant que les comportements sur les routes varient d'une génération à l'autre. J'invite particulièrement les jeunes de tout âge à communiquer sur le code de la route. Le thème retenu cette année est la sécurité des piétons. Demain, 24 mars, sera célébrée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Occasion pour le docteur Ibrahima Sosefal, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Mali, de livrer un message à l'occasion donc de cette journée. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Al-Jumatina. La région africaine se joint au reste de la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir atteindre les 3 millions, dépister, traiter et guérir la tuberculose, rappelle les souffrances que les populations continuent d'endurer à cause de la tuberculose, en dépit de l'existence d'interventions de lutte efficaces. 9 millions d'individus sont affectés par la tuberculose chaque année. Malheureusement, un tiers d'entre eux n'a pas accès aux services de prise en charge dont il a besoin. La majorité de ces 3 millions de sujets tuberculeux vit dans les communautés les plus démunies, les plus vulnérables du monde, y compris dans celles de la région africaine. La tuberculose peut être traitée, mais elle demeure un problème majeur de santé publique. Nul ne doit être abandonné en chemin dans la lutte contre ce fléau. Au moment où nous célébrons la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, nous lançons un appel en effort mondial pour dépister, traiter et guérir les 3 millions de cas de tuberculose qui échappent encore au système de santé et accélérer les progrès vers la prévention et le contrôle de la maladie. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, était à Sikasso. Mahaman Babi y a visité les centres de formation et le site devant abriter le nouveau centre de formation professionnelle de Sikasso. Les précisions sur la visite avec Sekou Konaté. Première étape de cette visite, le centre Saint-Jean-Bosco. Là, 25 apprenants sont dans 2 sections, électricité bâtiment et mécanique auto. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet gouvernemental d'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation assez fort. Un programme soutenu par l'Agence française de développement AFD. C'est une volonté manifeste de la France à travers l'Agence française de développement d'accompagner ce projet qui marque les fondations claires d'une collaboration fructueuse entre l'État d'un côté et de l'autre côté les collectivités territoriales. Le deuxième centre visité est l'école Le Bâtiment où 20 apprenants se forment à la maçonnerie. Là, comme au centre Saint-Jean-Bosco, le ministre Babi a pu mesurer l'effectivité de la mise en œuvre du projet. Nous avons vu des apprenants qui sont très enthousiastes malgré les difficultés. Parce que pour les déplacés, par exemple, on a eu vraiment des témoignages qui indiquent que leur situation est très difficile. La famille, l'hébergement, les problèmes de santé. Mais malgré tout, ils sont vraiment motivés. Cette initiative du gouvernement d'avoir une attention particulière pour la formation professionnelle va se renforcer avec la réalisation d'un centre de formation professionnelle à Sikasso sur cet espace de 3 hectares 26 arts qui a reçu la visite du ministre. Et la démarche est une réponse à l'engagement présidentiel de 200 000 emplois. Donc, pour nous, la formation professionnelle a un intérêt particulier, c'est celui d'assurer l'insertion des apprenants. Une visite de terrain qui aura permis de rassurer l'ensemble des acteurs et partenaires.
L'Office de développement rural de Sélingué veut accroître la production et la productivité dans sa zone d'intervention afin d'assurer la sécurité alimentaire. L'Office a organisé cette semaine une journée de concertation pour expliquer aux producteurs les nouvelles réformes entreprises pour réussir sa mission. Le reportage de Daouda Sidiki Diarra et Abdraman Keita. Depuis septembre 2011, l'ODRS a initié une série de réformes visant plusieurs domaines d'activité dans sa zone d'intervention. C'est pour informer les autorités administratives traditionnelles des producteurs ainsi que les partenaires financiers que se tiennent de présentes concertations. L'ODRS BS couvrira 4 cercles, à savoir Kandaba, Kati, Bougouni maintenant et Yampoïla, ce qui permettra d'assurer le développement de 19 communes. La deuxième composante des réformes a trait au programme de rénovation des bâtiments et la reprise totale des infrastructures de production. Les autorités administratives, les producteurs et les exploitants des périmètres ont accueilli avec joie ces réformes car il s'agira de réhabiliter les deux principaux canaux du périmètre, la station de pompage, la digue, le canal des eaux de pluie et surtout l'extension du périmètre et l'aménagement de la plaine de Kotouba. Le projet prévoit également des activités génératrices de revenus. Si vous voyez l'état de notre périmètre à ce jour, toutes les infrastructures sont vraiment en état de vétusté, ce qui pose problème dans l'exploitation même du périmètre. Mais avec la journée de concertation, l'ODRS à travers la BAD avec le gouvernement a impris nos observations, nos problèmes en entier par rapport à la réhabilitation de ces infrastructures-là. Le directeur général de l'ODRS a réaffirmé que la zone de Sélingué offre toutes les garanties pour la mise en œuvre de la nouvelle vision du gouvernement. Une vision qui consiste à créer des agropoles partout où il est possible dans notre pays. Actualité en deuxième région, le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte a effectué en moins de 2 semaines 2 visites à Koulikoro. Tierno Amadou Oumar As Diallo était porteur d'un message de paix et d'union pour la promotion de l'islam, un message du président de la République qui invite chacun à la reconstruction nationale. Le reportage de Brahim Akoni. L'événement aura permis de réunir plusieurs femmes pour rendre grâce à Dieu et au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un prêche à l'image des bienfaits des érudits de l'islam en était le centre d'intérêt. Nous les vieilles appelons les jeunes femmes à plus de tolérance et de respect envers leurs maris. Dieu a toujours récompensé toutes les femmes qui respectent leur mari. Nous leur demandons encore de fournir beaucoup d'efforts pour jouer leur partition dans la consolidation de la paix dans notre pays. Le ministre délégué chargé des affaires religieuses du culte était venu pour la circonstance. Tierno Amadou Oumar Has Diallo se dit porteur d'un message. Je viens pour apporter ce message permanent de la part du chef de l'État, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, du chef du gouvernement, qui est de faire de l'islam le socle des liens intracommunautaires, intra-religieux et intercommunautaires et interreligieux. Ce lien, il doit être soudé, consolidé pour un Mali de paix et de réconciliation qui est aujourd'hui le leitmotiv. Des louanges, des chants religieux pleins de messages et des invocations pour le développement durable du Mali. Retournons à Sikasso où accroître l'agricole, donc l'agriculture plutôt, en aidant la terre à se nourrir est l'objectif que vise la société de production de chaux de Toukoto SA. La structure vient d'organiser à Sikasso une journée d'information sur la chaux agricole. Le compte rendu de Seko Konati. En initiant la présente rencontre qui regroupe les acteurs du secteur de l'agriculture et services techniques d'encadrement, la société de production de chaux pour l'agriculture, carrière et chaux de Toukoto SA veut faire connaître la chaux agricole en vue de répondre à l'appauvrissement croissant des sols qui entraîne une baisse considérable des rendements. Le constat était très édifiant. Les pH ont augmenté de 2 à 2,5 points. Et lorsque nous avons
évaluer les rendements. Aujourd'hui, sur la seule spéculation qu'est le coton, nous avons eu des augmentations de rendement de l'ordre de 40%. La promotion d'un tel intrant agricole constitue pour les acteurs de la filière une opportunité à saisir. Nous avons bâti un plan d'action de développement. Dans ça maintenant, l'objectif principal, c'est ne pas faire de grandes superficies, mais améliorer le rendement. Or, pour améliorer le rendement, il y a beaucoup de facteurs. Et le facteur pertinent, ça, c'est la pression du sol. C'était un problème au niveau de nos terres cultivables, l'acidité des sols, auquel on n'a pas pu trouver une solution. Mais je pense qu'avec ce résultat, ce problème quand même sera résolu. Et pour le département de l'industrie et des mines, cette démarche de la société s'inscrit dans sa nouvelle vision. Le ministère de l'Industrie et des Mines s'est engagé à mettre en œuvre un ensemble de politiques et réformes qui se traduisent par le développement d'activités de transformation industrielle des produits agricoles et des produits miniers selon une approche chaîne de valeur, la diversification de la base des activités minières, l'utilisation des innovations et des résultats de recherche. Une plus grande diffusion de ces intrants et une utilisation rationnelle garantiront à notre agriculture des rendements à hauteur de souhait. Son Excellence M. Zahabi Ould Sidi Mohamed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, quittera Bamako demain pour Yamoussoukro. Dans la capitale ivoirienne, il prendra part aux travaux de la 31e réunion ministérielle du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO et de la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, prévue respectivement les 25 et 26 mars 2014. Dans la cité des 333 Saints, l'ONG Ex-Agro Action allemande vole au secours des femmes maraîchères. Ces femmes qui exploitent le périmètre maraîcher du Jardin de la Paix ont reçu un nouveau château d'eau et autres équipements. Valeur du don 30 millions de francs CFA. ORTM Tombouctou et Atandina. Elles sont au total 800 femmes reparties entre 18 associations féminines à bénéficier de l'assistance de l'ONG allemande Ex-Agro Action à travers l'association malienne pour la survie au Sahel AMSS. Le chef de l'exécutif régional, en compagnie des partenaires, a effectué une visite au Jardin de la Paix pour encourager et féliciter ces laborieuses dames. Ils viennent pour renforcer la capacité de production et de productivité en renforçant les moyens de production. Et cet espace qui était de 1 hectare est venu jusqu'à 2 et ils prétendent faire 4 hectares. L'investissement financier est consistant. Ici, les femmes font le maraîchage, oignons, pommes de terre, la culture du tabac et même de la salade. Nous avons pu les doter d'une station de pompage et nous avons pu sécuriser la zone. Et après, nous avons pu les équiper en petits matériels de maraîchage et nous avons pu aussi les octroyer des semences. Merci la MSS et son partenaire financier, l'Ex-Agro Action allemande, pour ce résultat. Puisque lors de notre premier passage ici, l'endroit était comme une rielle désertée. Mais aujourd'hui, grâce à la MSS et son partenaire financier, cette activité des femmes du Jardin de la Paix va contribuer à la relance des activités économiques et assurer l'autosuffisance alimentaire. Suite à l'incendie qui a ravagé le marché rose cette semaine, des réactions continuent de parvenir à notre rédaction. Le parti phare Anka Willy exprime sa solidarité et sa compassion aux victimes, leurs familles et au peuple malien en ces moments difficiles. Le parti phare mène également la réflexion avec d'autres partenaires afin de faire des propositions concrètes dans les jours à venir. Hors de nos frontières, la journée portuaire d'Abidjan a bouclé ses activités par un grand dîner de reconnaissance. Les 3 plus grands trophées ont été enlevés par des chargeurs maliens. Le récit de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Aoué Touré et Aruna Diarra. 500 invités, 500 couverts, une pléiade d'artistes, tout cela pour célébrer les relations de partenariat entre la communauté portuaire d'Abidjan et les 3 pays de l'Interland, le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
Comme il fallait s'y attendre, le Mali a été plus qu'honoré. Le groupe GDCM, la CMDT, le groupe Tuguna Industrie ont enlevé les trophées d'or, d'argent et de bronze dans la catégorie des plus gros chargeurs. D'autres distinctions, des diplômes de mérite ont été remis à d'autres opérateurs économiques au nombre de 10. La soirée a été bel et bien malienne avec des notes de musique du riche répertoire malien. Retour donc au Mali. Dans quelques jours, l'importation de cigarettes ne portant pas les mentions légales sera passible d'amende et de peine d'emprisonnement en République du Mali. En attendant le jour J, la SONATAM et la Direction nationale du commerce et de la concurrence ont organisé une séance de sensibilisation en direction des commerçants détaillants. C'était hier au siège de la SONATAM. L'événement a regroupé en outre les services de répression et d'autres partenaires. Les détails avec Alocene Touré. Voici les cigarettes dont l'importation et la vente au Mali sont prohibées. Celles-ci par contre sont autorisées. Elles portent la mention vente au Mali et celle relative à la sensibilisation aux méfaits du tabac, à savoir le tabac nuit gravement à la santé. À partir du 7 mars prochain, c'est-à-dire dans exactement 4 jours, toute cigarette ne comportant pas ces mentions sera systématiquement retirée du marché. Les contrevenants à cette directive sont passibles de peines de prison et d'amende. Nous privilégions d'abord la concertation avec l'ensemble des acteurs du marché. D'abord les autorités, les détaillants eux-mêmes. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, de faire un travail d'information, d'explication des enjeux et des conséquences pour notre pays. Et puis ensuite, avec l'aide des autorités, nous espérons que nous allons passer à la phase répression. Les services de répression et les principaux intéressés que sont les commerçants disent adhérer pleinement à cette mesure. C'est une mission traditionnelle et c'est une mission qu'on mène jusqu'au bout. Mais seulement cette mission elle est difficile avec les moyens de bord dont nous avons, mais cela ne nous empêchera. Et le délai supplémentaire, je l'ai demandé, c'est pour avoir quand même le temps de sensibiliser nos partenaires, les commerçants détaillants, c'est l'ensemble du territoire national. La fraude sur la cigarette, il faut le rappeler, fait perdre plus de 10 milliards de francs CFA au Trésor national. Les fabricants et importateurs de tabac et produits de tabac disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date de publication du présent décret au journal officiel pour se conformer au marquage sanitaire. La SONATAM à elle seule fait rentrer plus de 2,5 milliards par mois dans les caisses de l'État. Bamako, ville propre, Bamako, ville saine, mais surtout Bamako, ville coquette. C'est en tout cas la volonté affichée par nos autorités. Cependant, force est de constater que dans la vie de tous les jours, la réalisation de ce souhait tarde à se réaliser, notamment dans les espaces verts. Transformés en dépotoirs d'ordures, ces espaces sont devenus aujourd'hui impraticables, donc loin de leurs objectifs initiaux. Faisons le point avec Nyanya Alou Traoré. Le square Patrice Lumumba, l'avenue de l'OUA, celle du 5 septembre 1961, le monument Kwame Nkrumah, la place de la Canne en zone ACI 2000. Si certains de ces espaces sont totalement dégradés, d'autres sont purement et simplement mélangés. Le square Patrice Lumumba est aujourd'hui totalement dégradé et abandonné. Pour certains, c'est sûr que c'est la deuxième mort du grand africaniste qu'est Patrice Lumumba. Dans les endroits sillonnés par notre équipe de reportage, c'est la désolation totale. Si ce n'est pas les animaux qui viennent brouter les rares gazons qui résistent encore, ce sont les populations qui les utilisent pour déposer leurs ordures. C'est une réaction de frustration majeure parce que ces places publiques sont destinées à être aménagées pour offrir des commodités aux Bamakois et pour donner aussi une image reluisante de la ville. Donc voir ces places publiques, ces espaces verts non aménagés à l'abandon, avec des équipements défaillants, avec quelquefois des ordures, c'est frustrant. On a vraiment du mal à voir ces choses-là comme ça, parce que
Moi, je pense que les espaces verts qui sont dans la ville de Bamako constituent au moins des zones dans lesquelles on peut respirer. Ne voulant pas exprimer leur mécontentement à nos micros, certains pensent que la dégradation de ces espaces est due en grande partie au comportement de leurs concitoyens. D'autres, par contre, rejettent la responsabilité aux autorités communales, voire au gouvernement. Ces questions dont vous parlez, les questions de places publiques, d'espaces verts non aménagés, c'est d'abord la responsabilité première de la ville de Bamako et donc de la mairie de Bamako. Tout ce qui est lié à la mairie du district de Bamako, ça nous a posé problème sur le plan de l'eau, sur le plan de paiement de nos prestations. Les sociétés ayant en charge l'entretien ont aussi leur part de responsabilité. Après les événements mars 2012, le problème de paiement nous a causé problème. On s'est débrouillé pour payer les ouvriers, mais au finish, le problème d'argent va toujours se poser parce que quand on n'a pas d'autres sources de financement. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir qui est donc le vrai fautif. Les autorités compétentes rassurent en tout cas que l'instruction a été donnée de réaménager ces endroits. Je pense que ça se fera. Vraiment, ça prendra du temps parce que le mal est profond. Nous n'avons pas encore fini de diagnostiquer tous les problèmes. Ça nécessitera des moyens qu'il va falloir dégager, des moyens publics de l'État, des moyens des collectivités, des moyens aussi que les citoyens doivent consentir de payer. En attendant de voir clair dans cette situation peu enviable, mieux vaut prendre son mal en patience. Notre enquête relève que le réaménagement des espaces dégradés n'est pas pour demain. Merci Nania. Alio Traoré. Le lancement du projet 1050 logements à Dialakorobougou a eu lieu cette semaine. Ce projet est initié par l'Association des promoteurs immobiliers du Mali en partenariat avec l'ACI, l'agence de cession immobilière. Ce projet permettra à une bonne partie de la population d'avoir accès à des logements à moindre coût. Reportage de Rachel Tessogui. C'est une nouvelle ville que l'Association des promoteurs immobiliers du Mali et l'ACI, agence de cession immobilière, veulent créer à Dialakorobougou. D'un coût total de plus de 60 milliards de francs CFA, ce projet prévoit la construction de 1050 logements. Un centre commercial, une polyclinique, une école, un hôtel ainsi que des lieux touristiques seront à proximité des logements. C'est notre objectif fondamental. C'est donner l'emploi à tous les Maliens et permettre à la majorité des Maliens d'avoir accès au logement. Les conditions d'accès à ces logements, c'est faire la réservation. Et cette réservation peut se faire chez les promoteurs immobiliers et sur Internet. Donc si vous payez cash ou bien si vous passez par une banque, donc nous allons vous aider pour avoir vos prêts auprès des banques. Les prix de vente des logements varient entre 17 et 60 millions de nos francs selon la dimension du lot. Aujourd'hui, il faut aller au-delà de la simple vente de parcelles. Il faut offrir aux clients qui de plus en plus devient exigeant, un logement de qualité. On pourrait avoir, toujours pour la satisfaction du client, des logements dans un environnement bien assaini, avec toutes les commodités. Ce projet donne l'opportunité à plusieurs personnes sans distinction d'avoir accès à des logements. Il contribue ainsi au développement socio-économique du Mali. Bientôt sera publiée l'étude sur les profils de la pauvreté dans les 703 communes du Mali. L'information a été donnée ce matin à l'ouverture des travaux de la 7e session du Conseil d'administration de l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. Ramata Konaté nous en dit plus. L'Observatoire du développement humain durable mobilisera cette année près de 807 millions de francs CFA. C'est pour permettre la réalisation de son plan de travail 2014. Nous avons réalisé en 2013 une enquête auprès des communes. Nous sommes en train d'analyser ces données qui donnent la pauvreté des communes, qui donnent les moyens aux différents partenaires qui veulent intervenir dans les communes là, de vraiment d'avoir une matière vraiment à moudre. Donc les données sont disponibles. Nous sommes en train de préparer des rapports sur ça. Vous avez été informé de la mise en place prochaine d'un nouveau document de partenariat entre le gouvernement du Mali et le programme des Nations Unies pour le développement. Ce nouveau document, intitulé Programme d'appui à la gouvernance, à la résilience économique pour la réduction de la pauvreté, a été signé au mois d'octobre 2013.
Il est prévu qu'il couvre les années 2013 et 2014. La 7e session de l'EDHD-LCP, c'est aussi un regard rétrospectif sur les activités de 2013. Nous avons rencontré quelques difficultés, la difficulté surtout de mobilisation des ressources qui nous ont un peu posé au niveau national. Nous avons des problèmes aussi au niveau de notre partenaire principal qui est le programme des Nations Unies, parce que c'est le système de paiement direct depuis la crise de 2012 jusqu'à maintenant. C'est ça qui a retardé un peu certaines activités de l'ODHD. A précisé que le financement des activités de l'EDHD-LCP provient de 3 sources, l'État, le PNUD et l'UNICEF. Voilà, cette 7e session, c'était bien hier samedi. L'État cherche à améliorer la nutrition grâce à l'éducation. L'ONG internationale Action contre la faim fait des plaidoyers en faveur de l'intégration de la nutrition dans les formations sanitaires au Mali. À cet effet, l'ONG vient d'organiser une conférence débat à laquelle étaient invités des représentants des structures impliquées dans la nutrition au Mali. Le reportage de Adama Koulibaly. Place de la nutrition dans le processus de développement socio-économique et la formation comme moyen de production des ressources humaines pour amorcer le développement, c'était le thème de cette conférence débat. Une conférence animée par le professeur Akouri Ag Itnan, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments ANSA. Le professeur, à travers un exposé, a détaillé toutes les formes de malnutrition, toutes négatives sur le développement socio-économique. La malnutrition affecte le coefficient intellectuel de l'individu et elle est même souvent responsable des petits poids de naissance chez l'enfant, handicapant ainsi tout son processus de développement intérieur. Donc ça veut dire, si on veut assurer la croissance économique, le développement, il faut forcément améliorer le statut nutritionnel des enfants. Le professeur, après son exposé, a été complété par certains invités avec des contributions sur la future politique de gestion de la malnutrition chez nous. Action contre la faim, en organisant cette conférence, cherche à appuyer le gouvernement à lutter contre la malnutrition. Au Mali, depuis bientôt 18 ans, ACF, Espagne, travaille à appuyer et renforcer le système de santé pour assurer une meilleure prise en charge de la malnutrition. La malnutrition est toujours un grand fléau pour les pays et ça risque de ralentir le développement du pays. Le représentant de l'État, le docteur Mouribou Traoré, chef de division santé et nutrition, a salué l'initiative de la tenue de cette conférence avant de présenter la vision de l'État en matière de lutte contre la malnutrition au Mali. Éliminer toute forme de travail d'enfants par la scolarisation, c'est l'objectif du programme qu'Inda Mali a lancé hier samedi à Sénou, en commune 6 du district de Bamako. Un programme qui se focalise sur les droits des enfants pour initier des projets spécifiques en faveur des enfants non scolarisés de Sénou. Nouhoum Sissoko. Ce programme d'Inda Mali à Sénou est intitulé Ansoraï Faba, qui signifie aide. La localité ne dispose que de 2 écoles publiques, d'où un nombre élevé d'enfants, soit plus de 2500, qui n'ont pas la chance de fréquenter les classes. L'objectif de ce projet est de faire de Sénou une expérience réussie de zone où tous les enfants vont aller à l'école et rester à l'école et finir le cycle fondamental. Cela est à notre portée si nous nous mobilisons tous pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'infrastructures pour accueillir les enfants. Le programme FABA couvre une période de 3 ans. Les enfants de 6 à 17 ans en sont la cible. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la politique éducative du Mali et met l'accent sur le premier principe de la réforme de 1962, l'éducation de masse et de qualité. C'est une véritable lutte contre le travail des enfants par la scolarisation. Le problème majeur, c'est nous, les parents d'élèves, qui soumettent les enfants soit à des travaux pénibles. Souvent, les petites filles, on les donne en mariage de manière précoce, donc ce qui provoque leur déperdition scolaire. L'assistance a suivi les prestations de la troupe Tobojo de Kari Koulibaly sur la problématique de la scolarisation des enfants en général et des filles en particulier.
Restons avec les enfants. L'ONG Enfants Noël a remis ce samedi des jouets aux tout petits de l'école coranique Zadoul Zewada, 6 au quartier de Bankoni. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du guide spirituel de Ansardine International, Ousmane Chérif Madani Aïdara. Le reportage de Sokona Kamisoko. C'était la joie ce samedi matin à l'école coranique Zadoul Zewada, 6 à Bankoni en commune 1. Pour cause, l'ONG Enfants Noël est venue les mains pleines de cadeaux pour les tout-petits. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'action des donateurs. Nous travaillons avec Samaritan Purse. C'est une ONG chrétienne qui nous envoie ces dons-là à travers les enfants chrétiens qui sont dans les pays développés. Et ce sont les cadeaux de Noël. Il y a des cahiers dedans, il y a des jouets, il y a des bics, il y a des habits, il y a des chaussures. Tout ce qu'on peut donner à l'enfant qui peut rentrer dans le bien-être de l'enfant. Après avoir remercié les donateurs, le guide spirituel de Ansardine International dira que le geste est conforme aux prescriptions de l'islam. Les cadeaux que les enfants ont reçus ce matin, vraiment tous les enfants sont contents. Je crois que le bon Dieu aussi il est content. Si Dieu est content seulement, on va avoir tout ce qu'on fait. Je remercie l'ONG et tous les participants. Premier du genre au bénéfice d'une médersa, ce geste de l'ONG Enfants Noël touche 1200 enfants. 22 mars 1993, 22 mars 2014, voilà 21 ans que la chaîne 2, la 95.2, est née. Hier soir, la Maison des Jeunes de Bamako a servi de cadre pour commémorer ce 21e anniversaire. De 9 agents au départ, aujourd'hui, une vingtaine d'animateurs animent les programmes de la radio. Une radio qui émet 24 heures sur 24 avec une grille riche et variée. La soirée a été meublée par le concours de jeunes talents et d'humour. Retour sur cette soirée de la 2 avec Alpha Maïga. 95.2. Qu'est-ce que tu écoutes? Radio Chaîne 2. Est-ce que vous écoutez la chaîne 2? Oui, parce que ça me plaît. Cela fait 21 ans que cette radio émet. 21 ans dans la vie, ça se fête. Les responsables de la chaîne 2, radio d'information, d'éducation et de divertissement, animés en grande partie par des jeunes, se sont transportés ici à la Maison des Jeunes de Bamako pour émettre en direct. Malgré les difficultés qui ont jalonné son parcours, la chaîne 2 s'est imposée au fil des ans pour devenir aujourd'hui la FM leader de la capitale. C'est donc l'occasion pour moi de rendre hommage à tous ces pionniers. Hier, avec 9 agents pour 12 heures d'émission par jour, aujourd'hui la chaîne 2 émet 24 heures sur 24. Il faut cependant souligner que certaines émissions structurées comme Musicorama à la création de la radio ou Multitop sont restées. À ce jour, la grille connaît une amélioration avec des émissions phares comme Gwakunda, communément appelé Fima et Djema entre autres. Une vingtaine d'agents animent la chaîne 2. Parmi eux, un aîné sans être le plus âgé et un directeur plus âgé aux commandes, lui d'une autre génération. Tout un symbole. Ça fait 20 ans que je suis à la chaîne 2 puisque je suis venue depuis 1994. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Que la chaîne 2 puisse redevenir une grande famille comme elle l'a été à ses débuts. J'avoue que en venant à la chaîne 2, c'était vraiment pas évident quoi, de diriger une chaîne de jeunes. Il y a quand même une différence d'âge entre les différents animateurs de cette chaîne et moi. Mais au fil du temps, j'ai pris goût à la chose. J'ai été véritablement séduit par le goût du travail bien fait de ces jeunes-là. Autre temps fort de la commémoration du 21e anniversaire de la chaîne 2, le concours de jeunes talents et d'humour. À travers chants et expressions corporelles, la 95.2 FM divertit pour éduquer. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Voilà, et au cours de cette année 2014, la chaîne 2 entend vous proposer d'autres programmes. Longue vie à la chaîne 2, la FM leader.
Le musée de Bamako accueille depuis jeudi dernier, et ce jusqu'au 30 mars prochain, une exposition des œuvres d'artistes plasticiens intitulée Paix, réconciliation et cohésion sociale. Cette exposition se veut une contribution d'une vingtaine d'artistes à la relance et au rayonnement de la vie artistique et culturelle du Mali par la création d'œuvres originales dénommées Kaoural, qui signifie unité, paix et entente en Peul. Le projet est une initiative du groupe Bogolan Kassoban et l'USAID à travers le programme d'appui à la transition du Mali. Modibo Soiré a assisté au vernissage de l'expo. Voici son compte rendu. Cette exposition est le résultat d'un séjour de 3 semaines à Mopti de 25 plasticiens sélectionnés de toutes les régions du Mali. Le projet s'inscrit dans le programme d'appui à la transition du Mali qui a vu le jour en janvier 2013. Et c'était juste au moment où le Mali et ses amis commençaient à avoir raison sur les forces du mal. Une action qui a inspiré des artistes pour matérialiser ce geste d'espoir à travers leurs œuvres. Ils ont donné leur talent, leur vision, leur analyse, leur amour du Mali et leur amour de l'art. À travers ces œuvres d'art visuel, les artistes ont exprimé leur expérience, leurs idées et leur vécu sur la crise politico-sécuritaire que notre pays a connue. En somme, leur vision pour un futur uni et réconcilié du Mali. J'ai fait un tableau en Bogolan. Il y a toute une masse qui est là, que je vais dire dans cette résidence. Cette résidence est une victoire pour le Mali et pour nous les artistes. J'ai utilisé un petit pan qu'on appelle en bamanakan le pendeluni. Le pendeluni est un instrument d'intimité en Afrique et surtout au Mali. Donc pour moi c'est le symbole de l'amour. C'est ce que j'ai cousu ici dans ce tableau. Autant d'œuvres confectionnées sur toile, sur métal et parfois sur du bois. Les créateurs se sont attelés à préserver pour la postérité leurs inspirations pour un avenir paisible et prospère à travers un thème central: paix, réconciliation et cohésion sociale. J'ai confiance que le peuple malien, en tant que nation, va suivre l'exemple que nous voyons, que nous verrons bientôt sur le mur autour de nous. Ils doivent oser explorer la douleur, s'affronter les uns et les autres et s'affronter eux-mêmes avec les réalités perçues et ensuite, à la fin, pardonner et s'accepter. Quand on voit tous ces artistes, les 95% sont des jeunes, ça veut dire très sincèrement que la paix viendra par la jeunesse, par l'union des cœurs et des esprits. Donc souhaitons effectivement que cette exposition serve et que demain nous puissions voir un Mali comme nous le souhaitons. Cette activité est initiée par le groupe Bogolan Kassoban et mise en route avec l'appui de l'USAID Mali et qui a eu tout l'accompagnement des départements en charge de la réconciliation et de la culture. L'expo est ouverte au public jusqu'au 30 mars prochain et c'est au musée du district de Bamako. Notre dossier culture est à 100 ce soir à la rencontre d'un témoin de la naissance de la République du Mali et celle de son administration. Son nom, Yacouba Terra, ancien chef d'arrondissement. Il vient d'écrire un livre intitulé Mémoire d'un sous-préfet. C'est une autobiographie de 300 pages qui rend hommage aux administrateurs civils maliens qui ont remplacé ceux de la période coloniale aux premières heures de l'indépendance. Les sacrifices et le patriotisme d'un sous-préfet écrivain de 87 ans, c'est dans ce dossier signé Cheikh Oumar Sangari. Ici à Saint, il y avait 2000 livres dans la bibliothèque. Je me faisais inscrire, c'était 25 francs par mois. Tu prends le livre qui te plaît et c'est un administrateur qui m'a poussé à faire ça. Le samedi, je prends le livre, je le lis, je reviens avec ce livre, un samedi suivant. Il me demande qu'est-ce que tu as compris dans ce livre. Ainsi de suite, jusqu'à ce que notre lecteur devienne un passionné du livre. Et commence une histoire émouvante entre Yacouba Terra et la plume. Une histoire qui donne naissance à un ouvrage, Mémoire d'un sous-préfet. Un livre de 300 pages qui retrace la carrière d'un chef d'arrondissement généralement appelé sous-préfet ou commandant, mais aussi et surtout
C'est toute l'histoire de l'administration malienne à ses débuts qui est évoquée dans ce livre. Je voudrais être témoin, quoi. Les administrateurs européens sont partis à partir de 1960, de l'indépendance. Ce sont les premiers pionniers là. Secrétaires d'administration, rédacteurs, administrateurs civils qui ont remplacé les Européens au pied levé. Il ressort des lignes de ce livre que la mission du commandant était rude. Il avait en charge des masses rurales qu'il devait conduire par la persuasion. Son principal rôle à cette époque était la sensibilisation des populations sur le changement qui s'opérait. Ce sont des gens qui ont pris le commandement, il n'y avait aucun moyen. Déplacement à pied, à pirogue, à cheval, pour aller de village en village. Faire comprendre aux gens que l'indépendance, c'est notre dignité revenue. Mémoire d'un sous-préfet parle des rencontres souvent très tendues entre les administrateurs et leur population. Des palabres à juger, de la prééminence du parti sur l'administration, des histoires émouvantes et j'en passe. Yacouba Tera a passé 34 ans au service de l'État, dont 23 dans le circuit administratif avec des séjours inoubliables comme à son premier poste. Mon premier poste, vraiment, je souhaitais rester là-bas jusqu'à ma mort. C'est Madougou, dans le cercle de Kourou. Les gens m'ont pris comme leur fils. J'ai facilité la chose. Dans un village où vous n'arrivez pas à trouver l'impôt quelquefois, j'ai demandé aux gens pour les absents, quoi. Ils cotisaient pour payer. Je prenais la responsabilité. Si le type rentre, moi je cherche l'impôt avec lui pour vous rembourser. Avec ses 87 ans, l'administrateur civil de classe exceptionnelle est une fierté pour toute la communauté sanoise. Le livre même, en tant que tel, c'est utile. Mais quand c'est écrit de cette façon, quand ça retrace la vie d'un cadre qui a servi sa nation, on doit tout simplement, très humblement dire que les jeunes doivent s'en inspirer. Et à cause de lui, moi aussi j'ai aimé la lecture. Depuis que j'étais toute jeune, il me donnait des livres à lire. Après, je lui faisais le compte rendu. Le commandant écrivain vit paisiblement sa retraite en espérant que la jeune génération lise ce livre pour qu'elle soit au parfum de ces moments certes difficiles mais glorieux de notre histoire. Voilà donc mémoire d'un sous-préfet de Yacouba Tera à vous procurer. Autre nouveauté dans vos kiosques, l'ouvrage de notre compatriote Sega Goundiam qui vient d'être publié, intitulé Mali, réflexion sur un enchaînement de crises de l'écroulement à l'émergence. L'œuvre fait partie de la série Regard sur une crise de l'auteur qui vise à documenter la grave crise politique et sécuritaire qui a touché notre pays en suscitant la prise de parole de chroniqueurs et à travers des analyses. L'ouvrage de Sega Goundiam, Mali, réflexion sur un enchaînement de crises de l'écroulement à l'émergence, à avoir dans votre bibliothèque. Juste après ce journal, vous pourrez suivre votre émission Questions d'actualité. Boubacar Touré et ses invités vous entretiendront sur comment réussir la mobilisation pendant les élections communales. Questions d'actualité, c'est donc sur votre télévision nationale tout à l'heure. Voilà donc, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.